Bonjour et bienvenue sur Algomius. Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure conditionnelle en C++, autrement dit la structure si, alors, sinon. Cette structure conditionnelle va nous permettre de réagir par rapport à une condition, et pour la première fois, en fait, elle va nous permettre de réagir de façon différente dans le même programme. À partir du moment où nous avons accès à une structure conditionnelle, eh bien un programme va pouvoir réagir différemment selon les paramètres et les informations que nous allons lui envoyer, et donc va avoir une exécution différente. Sans la structure conditionnelle, en fait, les instructions ne seraient exécutées que les unes derrière les autres, sans avoir la possibilité de choisir de les exécuter ou non. Donc c'est une structure assez simple à comprendre, mais c'est une structure que vous allez retrouver tout le temps lorsque vous programmez. Et c'est une structure que vous allez trouver aussi dans tous les langages de programmation, et c'est une structure aussi algorithmique que vous pouvez mettre en place. Donc cette structure est très importante parce qu'elle vous permet de faire un choix et de faire en sorte qu'un programme puisse gérer plusieurs cas de figure. Néanmoins, dans cette vidéo, nous allons commencer par une partie qui est le bloc, parce qu'en fait, le bloc, c'est quelque chose que nous utilisons peut-être sans le savoir dans les structures conditionnelles, et c'est un élément très important. La structure du bloc, cet élément bloc dans les langages de programmation, nous allons l'expliquer. Nous allons voir aussi que cette structure bloc va avoir un impact sur la portée des variables. Alors quand je dis portée des variables, c'est je déclare une variable, où est-ce que je peux y accéder? Alors y accéder, c'est-à-dire lire sa valeur, ou alors modifier sa valeur. À partir du moment où elle est déclarée, où est-ce que je peux la modifier? Eh bien, je vais m'apercevoir que je ne peux pas modifier une variable comme je le veux. La variable a une portée, et sa portée va dépendre du bloc dans lequel elle a été déclarée. Et nous allons revenir là-dessus. Nous allons voir que le bloc if, si, alors, sinon peut être décliné on peut aller un petit peu plus loin dans ce bloc-là, on peut en fait faire en sorte que le sinon rebondisse lui-même encore sur une condition, et donc on va voir les cas de figure qui peuvent se présenter à nous, à chaque fois illustrés par un petit exemple. Et enfin, on va voir une variante du si, alors, sinon, avec la structure selon que, qui va marcher de façon un petit peu différente et qui est à utiliser normalement lorsque vous avez à tester un nombre fini de valeurs pour une variable donnée. À chaque fois, nous allons utiliser des exemples C++ pour bien comprendre comment marchent ces différentes structures. Et je vous propose de commencer directement en essayant de comprendre ce qu'est un bloc. Alors la notion de bloc, vous l'avez sûrement déjà utilisée si vous avez développé un petit peu en C ou en C++, ou même dans un autre langage, mais nous allons un petit peu l'expliquer différemment et essayer de faire comprendre cette notion. En fait, un bloc permet de regrouper plusieurs instructions. Simplement, vous allez placer plusieurs instructions, et nous allons essayer de dire à C++ ces instructions constituent un bloc. En fait, nous allons faire en sorte que cet ensemble d'instructions corresponde à une unité logique, à une seule grosse instruction, si vous voulez. Et donc, en fait, un bloc est considéré dans un programme comme une seule instruction, mais qui contient des sous-instructions. C'est très important à comprendre pour la suite, et nous allons voir un petit peu ce que cela implique. Un bloc est délimité par les opérateurs accolade ouvrante, accolade fermante. Maintenant que je vous ai dit ça, probablement que vous vous souvenez que, de temps en temps, lorsque vous écrivez une fonction, vous ouvrez l'accolade, vous fermez l'accolade pour mettre ces instructions. Lorsque vous faites une boucle, lorsque vous faites une structure conditionnelle, vous ouvrez une accolade, vous fermez une accolade. Et bien ce que vous faites en fait, c'est que vous ouvrez un bloc. Et nous allons comprendre rapidement pourquoi vous avez besoin d'un bloc. Un bloc peut contenir lui-même un bloc, donc un bloc peut être contenu dans un bloc, mais ça, en tant que développeur, vous en avez l'habitude, puisque vous savez qu'une boucle peut être contenue dans une boucle, une structure conditionnelle peut être contenue elle-même dans une boucle, qui peuvent toutes les deux être contenues dans une fonction. Bref, vous savez que toutes les structures, en fait, peuvent contenir d'autres structures. Toutes les instructions sont contenues dans des blocs, sauf les déclarations de variables globales ou les directives au processeur. Effectivement, vous avez vu que tout ce qui était include, par exemple, de bibliothèque, quand vous avez besoin d'une bibliothèque, vous faites l'include au début, et effectivement, ces includes-là ne sont pas contenus dans un bloc. Nous allons revenir aussi sur cette notion de variable globale et essayer de comprendre un peu la portée des variables globales, pourquoi les utiliser et pourquoi ne pas les utiliser. Voilà un petit peu de quoi nous allons parler avec cette notion de bloc. Alors la notion de bloc, elle est directement liée à la visibilité des variables ou la portée des variables, c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue, et on va s'apercevoir qu'une variable n'est visible que dans le bloc dans lequel elle a été déclarée. Alors je vous rappelle que déclarer une variable, c'est simplement quand vous faites votre int a, par exemple, pour dire que vous déclarez une variable a de type int. Et donc en fait, vous ne pouvez accéder à cette variable a que dans le bloc dans lequel elle a été déclarée.
Si on utilise une variable en dehors du bloc dans lequel elle a été déclarée, vous allez déclencher une erreur lors de la compilation. C++ va simplement vous dire que vous essayez d'utiliser une variable qu'il ne connaît pas dans le bloc ou dans l'instruction hors du bloc où elle a été déclarée. Alors pourquoi c'est intéressant de se limiter la portée des variables? On pourrait se dire, il suffirait de déclarer des variables qui soient visibles de n'importe où et en fait je n'aurais pas à me soucier de la portée des variables. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir l'information. Nous, ce que l'on aimerait faire, en fait, c'est bloquer simplement momentanément la mémoire quand on en a besoin. Par exemple, j'ai momentanément besoin de stocker un résultat, donc je vais le stocker, et quand j'ai plus besoin de ce résultat, j'aimerais de nouveau rendre disponible la mémoire de ce qui m'a permis de stocker ce résultat, puisque j'en aurai plus besoin à l'avenir. Donc cette notion de bloc va me dire, voilà, je déclare une variable, je bloque un emplacement de mémoire, j'en ai terminé avec cette variable, je relibère l'espace mémoire en quittant le bloc. Et donc ça permet de ne pas bloquer de gros espaces mémoire que l'on n'utiliserait plus. En tant que développeur, c'est aussi intéressant de limiter la portée de variables. Imaginez que vous ayez un programme, par exemple, où vous vous rendiez compte que la valeur d'une variable, à un moment donné, est fausse. Vous avez une valeur erronée, c'est-à-dire que votre programme, à un moment donné, fait quelque chose qu'il ne devrait pas. C'est donc à vous de regarder pourquoi le programme ne fonctionne pas comme prévu, et de rechercher pourquoi la valeur de cette variable est fausse. Eh bien, c'est beaucoup plus simple de se dire que si la variable est fausse et que la variable n'est utilisée que sur un bloc de 10 lignes, vous savez que l'erreur vient de ces 10 lignes. Si par contre vous vous rendez compte que cette variable est utilisée dans un programme de 5000 lignes et que potentiellement les 5000 lignes du programme peuvent modifier la valeur de la variable, eh bien vous aurez peut-être plusieurs jours à tester toutes les combinaisons possibles du programme pour voir laquelle va poser problème. Donc limiter la portée des variables va aussi nous permettre de limiter la recherche lorsque nous cherchons un problème. Et donc c'est très intéressant. Par exemple, vous savez que toutes les variables qui sont déclarées dans une fonction ne sont connues que dans la fonction. Elles ne sont pas accessibles à partir du programme principal. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons essayer de faire. Puisque la fonction, du coup, si vous avez un problème dans la fonction, vous savez que le problème vient de quelque chose d'interne à la fonction, et vous n'avez pas à chercher dans toutes les autres fonctions, d'où pourrait venir l'erreur. Donc, limiter la portée va nous permettre de limiter la recherche lorsque nous cherchons à corriger un programme. Nous allons voir aussi que le bloc va nous permettre, et ça c'est l'utilisation la plus connue, d'utiliser plusieurs expressions lorsque nous avons une structure conditionnelle, une boucle ou une fonction, puisque normalement, la syntaxe de base d'une structure conditionnelle, ça serait un if condition, puis une expression. Mais si nous voulons avoir plusieurs instructions, eh bien nous sommes obligés de regrouper toutes ces instructions dans un bloc pour que nous puissions finalement exécuter le bloc d'instructions. Naturellement, je vais vous montrer quelques exemples pour essayer de bien comprendre cette notion de bloc. Alors dans ce premier exemple, ce que nous allons faire, nous allons écrire un petit programme, et dans la fonction main, nous allons simplement créer un bloc. Alors créer un bloc, c'est simplement ouvrir une accolade, fermer une accolade, et tout ce qui sera à l'intérieur des deux accolades sera simplement mon bloc. Alors dans ce bloc, je vais déclarer une variable, je vais l'initialiser, et je vais afficher sa valeur. Alors ça ne va pas être transcendant, on va bien comprendre que, effectivement, ma valeur pourra être lue. Ensuite, on va essayer de l'afficher en dehors du bloc, et on va voir que normalement, on devrait avoir un problème. Enfin, on va ajouter un second bloc dans le premier bloc, et on va voir que la variable est toujours encore accessible. Et donc, ça va nous donner une bonne idée de la portée des variables, où est-ce que je peux utiliser une variable, où est-ce que je ne peux pas l'utiliser. Alors, ce qui va être intéressant également, c'est que les outils comme Visual Studio Code que j'ai ici vont me permettre également d'avoir une coloration syntaxique pour me retrouver assez facilement dans les blocs. Je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Voilà. Donc ici, j'ai simplement créé un bloc CPP, j'ai simplement repris une fonction main pour que je ne sois pas obligé de la déclarer. Et vous avez vu que par réflexe, en fait, la fonction main m'a ouvert un bloc et fermé un bloc. Donc ça, en fait, c'est le bloc d'instruction qui va être exécuté lorsque le programme principal va être lancé. Alors dans cette fonction main, je vais créer un nouveau bloc. Et vous avez vu que la coloration syntaxique de Visual Studio Code me dit que ce bloc-là est défini par les accolades jaunes, ce bloc-là est défini par les accolades roses. C'est très intéressant parce que ça me permet toujours de savoir où commence le bloc, où finit mon bloc. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà déclarer une variable de type entier dans laquelle je vais mettre une valeur. Si, juste après, j'essaye de l'afficher, là, normalement, je ne devrais avoir aucun problème. Je vais juste compiler tout ça, donc ça s'appelle bloc.cpp, et je voudrais que mon exécutable s'appelle bloc.exe.
Ok, ça compile, et quelque chose de finalement pas surprenant se passe. J'ai déclaré ma variable de type entier a qui vaut 5, j'ai réaffiché a, et effectivement le programme m'affiche la valeur 5. Ok. Maintenant, que se passe-t-il si jamais j'essaye de finalement afficher la valeur de a dans un bloc dans lequel il n'aurait pas été déclaré? Alors vous voyez que la première chose, déjà Visual Studio Code me souligne le a, ce qui a déjà l'air de dire qu'il y a un programme là-dessus, et effectivement quand je passe le curseur, il me dit Identifier a is undefined. Donc il n'a pas trouvé la déclaration de a. Alors on pourrait se dire effectivement il a été déclaré ici, donc il a été déclaré en amont, sauf qu'il a été déclaré dans le bloc rose, aux accolades roses, et donc en fait, à partir du moment où je sors du bloc, eh bien la variable a été libérée de la mémoire, j'ai libéré mon étagère, et donc je ne peux plus y avoir accès. Si j'essaye tout de même de compiler, eh bien le compilateur lui aussi va m'amener une erreur, error a was not declared in this scope. Donc, il ne vous dit pas que a n'est pas déclaré, il vous dit que a n'est pas déclaré dans cette portée, dans cette visibilité, c'est qu'on n'a aucune visibilité de a. Il n'y a aucune variable a qui a été déclarée. Alors si je voulais la rendre visible, eh bien ici vous voyez que j'essaie de l'afficher dans le bloc jaune. Donc pour que ce soit possible, il faudrait que je déclare en fait a dans le bloc jaune. Et là en fait, j'arriverai de nouveau, a serait de nouveau connu. Il serait connu dans le sous-bloc et il serait connu dans le bloc jaune. Si j'ajoute encore un sous-bloc, mais je pense que ça vous l'avez compris, un sous-bloc bleu cette fois-ci, et que je tente d'afficher une troisième fois a, eh bien ça ne pose pas de problème non plus. A été déclaré dans le bloc jaune, le bloc jaune contient le bloc rose qui lui-même contient le bloc bleu, donc en fait, par transitivité, le bloc bleu est bien dans le bloc jaune également. Donc si je compile et que je lance mon programme, bloc exe, vous voyez que cette fois-ci j'ai affiché 5 x 5, tous les affichages se sont faits. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de la portée de variables. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait aussi déclarer des variables globales, et les variables globales, c'est tout simplement des variables qui ne sont déclarées dans aucun bloc. C'est-à-dire que je pourrais déclarer, en fait, tout simplement, ici, ma variable. Si je compile, eh bien vous voyez que ça compile, et je peux lancer bloc, et j'ai exactement le même résultat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette variable que j'ai lancée ici a été déclarée en dehors de tout bloc. C'est-à-dire qu'une fois que cette variable a été déclarée, elle est connue de toutes les fonctions présentes dans mon programme. Si j'avais par exemple encore une fonction ici, par exemple, je pourrais faire par exemple une fonction affichage, tout simplement, qui ne prendrait aucun paramètre, c'est juste une fonction assez rapide. Et cette fonction affichage, je voudrais juste qu'elle affiche, par exemple, A. Alors pour faire bien la différence, je vais faire un petit message pour qu'on voit bien la différence affichage fonction. Voilà. Ok. Donc je ne passe aucun paramètre. Et ici, je vais simplement faire affichage. Voilà. Donc je vais appeler ma fonction. Et alors je vais juste un peu réduire pour qu'on ait toute la fonction là. Donc j'ai simplement créé une fonction qui s'appuie sur A, alors que A n'est ni déclaré dans la fonction, n'est ni passé en paramètre. A est simplement en fait une variable globale. C'est-à-dire que si maintenant je relance ma compile, alors j'ai pas de return statement, alors que j'ai mis un int, effectivement, je vais mettre un void pour ne pas être obligé d'avoir une valeur de retour. Exact, bien vu, C++. Et je vais lancer bloc exe, et vous voyez que l'affichage de la fonction m'affiche bien 5, la valeur qui a été affectée à A. Et donc ça veut dire que quand je déclare une variable comme ça, elle est disponible dans toutes les fonctions. Alors ça peut avoir un avantage. Par exemple, imaginons que je pourrais avoir une constante, et je veux avoir par exemple une constante float pour représenter pi, même si on a vu que pi, ça serait intéressant de la prendre quand même dans la bibliothèque standard, mais pourquoi pas la déclarer? Et là, par exemple, on aurait pi qui serait disponible dans toutes les fonctions. Alors je ne sais pas pourquoi il râle. Ah ok, d'accord. Il n'avait pas vu la saisie jusqu'au bout. Donc effectivement, A maintenant n'est plus connu. Mais ça pourrait à la limite se comprendre et dire, voilà, je déclare une fois dans mon projet pi 3,14,1,5,9, et pi sera connu simplement dans toutes les fonctions que je pourrais avoir. Ça, on est d'accord. Ce que j'ai fait tout à l'heure avec juste une variable int a, comme ça veut dire en fait que toutes les fonctions
que je pourrais avoir dans mon programme pourrait utiliser A et modifier A. Et si je commence à vraiment avoir un programme qui a une vingtaine d'années, où tout le monde a un petit peu ajouté des lignes à gauche à droite, des fonctions et tout ça, il est fort possible qu'au bout de 10-15 ans d'évolution de ce programme, en fait, je ne puisse plus du tout tracer qui fait quoi avec la variable A. Et donc, c'est pas une bonne idée, en fait, de mettre une variable globale qui peut être accessible de partout. L'idéal serait effectivement que, lorsque j'utilise une variable interne à une fonction, je déclare directement la variable dans la fonction. Et comme ça, je sais que s'il y a un problème avec la variable A, eh bien, elle est déclarée dans le bloc de la fonction, et donc la modification à apporter va se limiter au corps de la fonction. Et c'est beaucoup plus simple de pouvoir tester cette fonction lorsque tous les éléments sont à l'intérieur. Ok. Donc ce premier exemple a repris un peu les notions d'autres blocs. On n'a pas encore fait de structure conditionnelle, mais le bloc, vous allez voir qu'on va l'utiliser maintenant dès qu'on va écrire notre première condition et notre premier if. Alors sans plus attendre, on va essayer de voir maintenant comment je peux tester une condition. Alors une condition déjà, c'est quoi? Une condition, c'est tout simplement une expression qui peut être évaluée sans ambiguïté par le langage à vrai ou faux. Donc en gros, c'est une variable booléenne. Quand je dis sans ambiguïté, il faut que l'ordinateur, le programme au moment où il est lancé, puisse déterminer, en fait, puisse affecter une valeur vraie ou faux à cette expression. Si par exemple je mets 4 inférieur à 6, eh bien l'ordinateur, qui sait jongler avec les nombres, sait que 4 est effectivement inférieur à 6, et donc il pourra dire que ça, c'est vrai. Donc cette condition est bonne. N supérieur à 7, eh bien la condition elle est évaluable si la variable n a été déclarée et qu'on lui a affecté une valeur. À partir du moment où la variable n contient une valeur, on pourra dire si effectivement n est inférieur à 7 ou non. Par contre, et je reviens sur quelque chose dont j'avais déjà parlé, si je mets a égale 7, ça c'est une affectation, et une affectation réussie renvoie toujours vrai. Et donc, on a souvent ce problème lorsque l'on commence à programmer, c'est une erreur très courante des développeurs, de faire un if a égale 7 et de se rendre compte en fait qu'on rentre toujours dans le if, peu importe la valeur que l'on a attribuée à a. Tout simplement parce que l'affectation c'est 1 égale et le test c'est 2 égale. Et donc on évalue simplement une expression avec le mot-clé if, et la syntaxe c'est simplement if condition, alors on lance une expression. Donc on va écrire simplement un petit programme qui va lire un entier, du prompt. Si l'entier est pair, on affiche pair, et on va voir en fait que pour l'instant, on n'est pas obligé d'utiliser un bloc. Ok, ça marche. Donc je vais reprendre mon petit éditeur, je vais simplement créer un fichier que j'appelle pair.cpp, je vais reprendre dans mon bloc quelques éléments, voilà, je vais enlever cette fonction d'affichage qui ne me sert à rien, et je vais rester simplement sur le main. Ok. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement déjà commencer à déclarer un entier n, et cet entier c'est le nombre qui sera lu sur le prompt. Donc c'est-à-dire, je vais demander à l'utilisateur de donner un nombre à tester. Ok, ça marche. Et voilà, et je vais récupérer avec la commande sin le nombre qui aura été tapé par l'utilisateur. À partir de ce moment-là, je vais vouloir tester ce nombre. Est-ce que ce nombre est pair? Eh bien, comment je vais tester s'il est pair? Eh bien, je sais qu'un nombre est pair si, en le divisant par 2, j'obtiens un reste à 0. Donc ça, je le calcule comme ça, avec le modulo. Est-ce que n modulo 2, c'est-à-dire le reste de la division entière de n par 2, est égal à 0? S'il avait été impair, le reste de la division entière par 2 m'aurait donné le chiffre 1. Et là, je vais en fait faire quelque chose que peut-être qui va vous surprendre, parce que vous avez peut-être l'habitude d'ouvrir une accolade et de fermer une accolade après le if, mais en fait vous allez vous rendre compte que si jamais vous n'avez qu'une instruction à mettre en place, vous n'avez pas besoin de mettre d'accolade. La syntaxe du if, c'est la prochaine instruction, elle va compter pour le if, et donc je n'ai pas besoin d'accolade à ce niveau-là. Je vais compiler, alors je vais faire un G++, cette fois-ci, mon fichier s'appelle pair.cpp, et la sortie va être simplement pair.exe. Voilà, je vais lancer pair.exe, et donc ça me donne un chiffre à tester, je vais mettre 58, il est pair. Je vais mettre par exemple 71, j'ai aucun message, parce que pour l'instant je n'affiche que quand le chiffre est pair. Ok, ça marche.
Donc pour l'instant, j'ai effectivement un chiffre pair, et je voudrais peut-être aussi qu'ils me disent, voilà, alors là pour l'instant c'est pas super intéressant, parce que si le chiffre est impair, en fait il m'affiche rien. C'est toujours déstabilisant d'avoir un programme qui vous affiche rien, parce que vous vous demandez est-ce que finalement il a fait quelque chose et il a juste pas affiché, ou alors est-ce qu'il a rien fait du tout. Donc on va quand même se créer un affichage pour savoir ce qui va se passer si jamais le chiffre n'est pas pair. Eh bien si le chiffre n'est pas pair, c'est qu'il est impair. Donc je vais simplement dire, puisque j'ai déjà bâti ma condition est-ce que mon chiffre est pair, que se passe-t-il si cette condition n'est pas validée? Et là donc on va utiliser un nouveau mot-clé, qui est le mot-clé else, qui va simplement dire, voilà, s'il n'est pas pair, c'est qu'il est impair. Et donc, je vais simplement expliquer, je vais prendre le impair et je vais mettre le else, et je vais associer une expression à ce else pour dire qu'est-ce qu'il se passe si j'arrive avec un nombre qui n'est pas pair. Et en plus, ça va nous permettre de revoir cette notion de bloc dont on a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qui manque à mon exemple? Eh bien, je vais simplement mettre un else, et je vais mettre ici que mon nombre est impair. OK. And L. Ça marche. OK. Et donc, je vais déjà le tester comme ça, et puis ensuite on ira un petit peu plus loin. Je compile, je relance. OK. Donc ça, si je fais 58, maintenant il me dit qu'il est pair. Si je fais 71, mon nombre est impair. Ça marche, ça a l'air de fonctionner. Et puis je me dis, tiens, je voudrais mettre un deuxième affichage. Alors je fais mon décalage et tout, hein, vous voyez que mon code est bien indenté, et je vais mettre il est impair, donc il n'est pas pair. Deuxième affichage, qui concerne le else, j'ai tout bien écrit, hein, j'ai tout indenté, donc normalement ça devrait être mon if, et ces deux phrases devraient s'afficher lorsque je suis dans le else, donc ça veut dire quand j'ai un nombre pas pair. Ok, je recompile. Je vais tester un nombre impair. 21, il me dit impair, donc il n'est pas pair. Super, tout fonctionne. Donc ça veut dire que normalement, si je tape un nombre pair, alors là j'ai un souci, parce que j'ai tapé 58, et il m'a dit en fait qu'il était pair, et il m'a écrit donc il n'est pas pair. Ça veut dire en fait qu'il a écrit cette expression-là, et qu'il a écrit celle-là derrière. Alors comment ça se passe et pourquoi il a fait ça? En fait, il a fait ça parce que simplement la syntaxe du if, c'est if, la condition est vraie, une expression, else, une condition. Et simplement, quand il arrive à la fin de l'expression du else, il considère que la suite est hors du if et du else et est de nouveau dans le programme principal, dans la continuité. Donc si le nombre est pair, il vous écrit pair et donc il n'est pas pair, et si le nombre est impair, il vous écrit impair, donc il n'est pas pair. Et si vous voulez faire ce que je vous ai dit ici, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de la notion de bloc, c'est-à-dire que en fait, vous allez dire que ces deux instructions-là constituent un bloc, et ce que doit lancer le else, en fait, c'est un bloc. Et donc en fait, comme le bloc, je vous ai dit, que le bloc permettait de regrouper plusieurs instructions, et permettait de dire au programme en fait que le bloc était une instruction qui comprenait plusieurs instructions. Et donc je retombe sur la syntaxe qui était bonne pour le if-else. Si la condition est vraie, j'exécute une instruction. Si le else est vrai, enfin si le if est faux et que je passe dans le else, j'exécute une instruction qui est un bloc qui contient d'autres instructions. Maintenant, si je reprends ça et que je recompile, pair.exe, je donne un nombre entier à tester, 58, il est pair. Je donne 71, il est impair, donc il n'est pas pair. Cette fois-ci, mon affichage du nombre impair s'est bien mis dans le bon bloc et a bien été affecté au else. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de bien comprendre la notion de bloc avant de passer aux structures conditionnelles pour que l'on comprenne ce qui se passe exactement. De même, si jamais je déclarais une variable ici, int a, par exemple, égale 0, on est d'accord en fait que ce int a ne serait connu que dans ce bloc-là. Et à aucun moment, je pourrais l'utiliser, par exemple, pour l'afficher ici. C++ me provoquerait directement une erreur en me disant que A n'est pas déclaré, puisque A est déclaré uniquement dans le bloc rose. Ok, ça marche.
Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de cette première version du if. If, condition, alors je fais une expression, sinon je fais une autre expression. On peut se retrouver dans le cas aussi où la condition est multiple, c'est-à-dire que vous avez plusieurs choses à tester dans un seul if. C'est-à-dire qu'on aimerait tester, si on est dans ce cas-là, alors on fait ça, si on est dans ce cas-là, alors on fait ça, si on est dans ce cas-là, on fait ça, si jamais on est dans aucun des trois cas que je viens de tester, alors je fais une quatrième expression. Et donc, la structure si, alors, sinon, connaît cette souplesse en fait de pouvoir rebondir directement dans le else sur une nouvelle condition. Alors comment ça marche? On va simplement imaginer que on a un programme qui demande l'âge sous forme d'un entier et qui affiche en fait un libellé qui va dépendre de l'âge. Si l'âge donné est inférieur à 3, je vais écrire bébé. Si l'âge est inférieur à 12, je vais écrire enfant. S'il est inférieur à 18, je vais écrire adolescent. S'il est inférieur à 70, je vais écrire adulte. Et sinon, je vais écrire troisième âge. Et donc, on va essayer de voir comment tout ça fonctionne, comment je peux rebondir systématiquement sur une nouvelle condition à partir de mon else. Alors, c'est un programme un petit peu plus long. Je vais le faire là. New file, et je vais l'appeler elsif, puisque c'est comme ça que va s'articuler ma condition, elsif.cpp, et je vais reprendre quelques éléments ici. Alors, je ne vais pas tout réécrire non plus. Je vais garder la lecture de l'âge ici. Je vais simplement enlever la boucle in. Donner, alors cette fois-ci, c'est plus un nombre, c'est un âge. Un âge à tester, et je vais récupérer n. Ok, n entier. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dire si l'âge est inférieur, si n est inférieur à 3. Ça veut dire que l'âge qui m'a été donné par la personne est inférieur à 3. Dans ce cas-là, je suis en présence d'un bébé. Voilà. Sinon, alors le sinon est important ici, ça veut dire que je ne suis pas dans le cas où n est inférieur à 3. Donc je suis dans le cas où n est supérieur ou égal à 3. Dans ce cas-là, je vais relancer une condition. Dans ce cas-là, je vais voir si l'âge, si n, est inférieur à 12. Donc je sais déjà que n est supérieur ou égal à 3. Je vais encore vérifier maintenant s'il est égal à 12. Si l'âge est supérieur à 3 et inférieur à 12, c'est tout simplement que je suis dans le cas d'un enfant. Else. Else, ça veut dire que je n'ai pas n inférieur à 3, je n'ai pas n inférieur à 12, donc j'ai n supérieur ou égal à 12, et dans ce cas-là, je vais encore tester if n est inférieur à 18. Ça veut dire que n est supérieur ou égal à 12, et que n est inférieur à 18. Dans ce cas-là, je suis en présence d'un adolescent. Voilà. Ça marche. Ensuite, si else, ça veut dire que j'ai n n'est pas inférieur à 3, n n'est pas inférieur à 12, n n'est pas inférieur à 18, donc ça veut dire que n est supérieur ou égal à 18. Et donc là, je vais à nouveau rebondir sur une condition. Est-ce que l'âge serait inférieur à 70? Si oui, je suis en présence d'un adulte. Voilà. Ça marche. Et enfin, le else que je vais mettre ici, il va dire que n n'est pas inférieur à 3, n n'est pas inférieur... Oula, j'ai remis âge, à force de parler d'âge. N n'est pas inférieur à 12, n n'est pas inférieur à 18, n n'est pas inférieur à 70, donc n est supérieur ou égal à 70. Et dans ce cas-là, je ne rebondis pas sur une condition, je suis simplement sur quelqu'un qui appartient au troisième âge. Voilà. Endel. Voilà. Donc je n'ai pas mis de bloc, tout simplement parce que je n'ai qu'une expression à chaque fois. Si jamais j'avais voulu avoir deux expressions pour un if ou pour un else if, j'aurais été obligé de passer par la notion de bloc. Ok. Alors je vais compiler ça, ça s'appelle elsif.cpp, et je vais lui donner le nom de elsif.exe. Ok, elsif.exe. Donner un âge à tester. Alors je vais donner 54, adulte, ça marche. 2, c'est un bébé. Là, je vais mettre 14, c'est un adolescent. Tout fonctionne correctement. Et si je mets 78, je vais avoir troisième âge. Ok.
Donc ça, c'est vraiment une structure très intéressante qui va me permettre en fait de pouvoir tester plusieurs choses d'un seul coup. Ça va me permettre de tester plusieurs éléments et de donner en fait, suivant le cas, plusieurs choix possibles d'instructions. Je ne suis pas seulement limité à une version binaire de la condition, soit c'est vrai, soit c'est faux, et j'ai pas d'alternative. Là, vous voyez que sur un âge, par exemple, je peux vraiment retrouver une notion d'intervalle où je peux vraiment avoir un minimum ou un maximum pour chacun des cas. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau de la condition multiple. Alors il y a une autre façon de voir la condition multiple, il y a la structure selon que. Alors la structure selon que, elle va essayer de définir en fait quelle est la valeur contenue dans une variable, et elle va essayer d'en chercher tous les cas. L'exemple que je vous ai mis ici, tout simplement, le switch V, en fait va analyser le contenu de V. Si V vaut 1, alors je fais quelque chose. Si V vaut 2, alors je fais quelque chose. Et si aucun des cas que j'ai testé plus haut n'a été enclenché, je vais aller dans le cas de default. Voilà, tout simplement comment fonctionne le switch. Donc là, le switch, on va plutôt l'utiliser quand la variable V a un ensemble fini de valeurs possibles. On ne va pas forcément l'utiliser quand on va tester des intervalles comme on l'a fait tout à l'heure. On va vraiment le faire, il faut vraiment V, ça vaut 1, 2, 3, voilà, et si ça vaut autre chose, c'est que c'est faux. Donc on va simplement tester des variables qui ont une valeur en nombre fini. Alors encore une fois, je vous propose de réaliser un petit exemple pour voir comment cela fonctionne. Et je vais aussi essayer de vous expliquer quels peuvent être les problèmes que l'on peut retrouver avec la structure selon que. Alors vous l'avez probablement remarqué, il y a un petit mot dont on n'a pas encore parlé qui est dans la structure switch qui s'appelle break. Et break en fait c'est un mot-clé du langage C++ qui vous permet de sortir de la structure en cours. Alors vous pouvez l'utiliser dans une boucle, si vous êtes dans un while ou dans un for et que vous faites un break, vous allez sortir de la structure dans laquelle vous êtes en ce moment en train d'itérer. Voilà. Là, pourquoi est-ce qu'on met le break en place? Eh bien tout simplement, ça vous permet, si je reviens un petit peu en arrière, lorsque vous avez le break ici, ça marque la fin du cas 1. Si vous ne mettez pas le break, en fait, le cas 2 va directement se succéder au cas 1. On va essayer de le tester et on va voir comment ça fonctionne. Alors, on va voir aussi, on va écrire un petit programme, on va imaginer un petit serveur de messagerie, le programme lit un entier. Si on a tapé 1, il affiche écoutez vos messages. Si on tape 2, il demande à supprimer vos messages. Et le default, on va simplement mettre affiché je n'ai pas compris votre sélection. Ok, ça marche. On va faire ça tout de suite. Alors, on va faire un new file que l'on va appeler switch.cpp. On va prendre, le else-if. De toute façon, on ne va pas garder le main. On va juste garder la lecture de l'entier, ça ne va pas changer. Donc la lecture Donc on va dire quelle est la fonction demandée. Non, je ne vais pas mettre d'accent. Quelle est la fonction demandée? Voilà, on va lire le numéro de la fonction. Et donc on va rebondir sur cette variable n qui a été lue. On va donc simplement faire un switch de n, selon que n soit, et donc là je vais avoir besoin d'ouvrir une structure de boucle qui va définir le corps du switch. Alors si n vaut 1, par exemple, si n vaut 1, on va faire si n vaut 2, et on va dire si par exemple on n'a pas trouvé la valeur de n, ou toute autre valeur de n, donc ça veut dire que n ne vaut ni 1 ni 2, en fait on va simplement écrire ici, C-O-O-T, écoutez vos messages. Voilà. Et ici, dans le cas 2, on va mettre simplement, hop, supprimer vos messages. Voilà. COUT. Ici, on va mettre, par exemple, fonction non supportée. Voilà. Ça permettra de retrouver tout de suite quand quelque chose ne va pas. Alors je vais juste reprendre un peu je vais juste faire un saut de ligne derrière chaque phrase pour que ce soit plus compréhensible.
Voilà, je vais sauvegarder. Et donc là, vous voyez que j'ai oublié le mot-clé break dans mon switch. Et on va vite comprendre en fait l'impact que cela va avoir. Donc vous voyez que là, je vais faire un G++ sur mon programme switch.cpp et je vais l'appeler switch.exe. Voilà. Donc, je vais lancer mon switch.exe. Quelle est la fonction demandée? Je vais demander la une, écoutez vos messages. Et vous voyez que ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu écoutez vos messages, supprimez vos messages, fonction non supportée. Donc en fait, il m'a écrit les trois cas. Il est bien rentré dans le 1, mais ensuite, en fait, il n'en est plus jamais ressorti et il m'a écrit les 3 messages d'avertissement. Donc pour ne pas avoir ça, je vais utiliser le mot-clé break pour dire voilà, tu es arrivé à la fin du cas 1, donc maintenant tu sors de la structure switch. Ici, je vais mettre un break aussi pour sortir du cas 2. Et ici, je vais mettre naturellement un break également. Je sauvegarde, je vais relancer d'abord la compile, puis je vais relancer le programme lui-même. Alors, quelle est la fonction demandée? 1. Écoutez vos messages. Maintenant, ça fonctionne. 2. Supprimez vos messages. Et si je mets par exemple 54, ça me dit fonction non supportée. OK. Alors, il y a des langages de programmation, pour aller un petit peu plus loin, qui vont vous forcer à mettre en place un default. Alors je pense que C++ souvent ne vous force pas à grand chose. C++ vous force à rien et vous laisse assez libre de programmer. Mais dans les bonnes pratiques, c'est quand même intéressant d'avoir toujours un default. Et le default, en fait, devrait être un cas d'erreur. C'est-à-dire que dans le default, vous devriez toujours avoir un déclenchement d'erreur qui vous dit il y a un problème, je ne devrais pas me retrouver là. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ce genre de choses? Eh bien, par exemple, si jamais vous avez votre serveur qui évolue, et que tout d'un coup il y a une nouvelle fonctionnalité qui est la fonction 3 par exemple, on pourrait imaginer archiver vos messages, et que vous avez oublié de modifier cette fonction. Eh bien, avec un default, tout simplement, vous auriez une erreur qui vous dit attention, vous avez utilisé une fonction 3, cette fonction 3 n'est pas supportée, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un bout qui manque dans mon programme? Et donc ça permettrait aux développeurs de s'assurer qu'on n'a pas de problème. Une mauvaise pratique serait de dire, par exemple, je vais prendre le cas 2 qui est supprimer vos messages, et dans default, je vais mettre le cas 1, écoutez vos messages. Ça, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi? Eh bien, le jour où vous lancez une fonctionnalité 3 d'archivage, eh bien, le test va être fait là-dessus. On va se rendre compte que la fonction 3 est demandée, donc ce n'est pas 2. Donc, on va aller dans default, puisque default, c'est j'ai pas trouvé mon bonheur au-dessus. Donc, default, c'est tout va aller là-dedans. Et donc, votre fonction 3, eh bien, elle va aller dans « Écoutez vos messages », qui est la fonction 1. Et elle ne va pas vous provoquer d'erreur. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose de coder ça comme ça. Le mieux est effectivement d'avoir toujours un default dans votre switch. Et l'idéal, c'est que votre default provoque une erreur en vous indiquant « Je suis arrivé dans le default, normalement, je ne devrais pas y être. C'est qu'à mon avis, soit la commande demandée est fausse, soit il y a un cas qui n'a pas été implémenté. Mais dans les deux cas, le développeur doit être au courant qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà, donc on a terminé avec le switch, et donc cet exemple termine donc ce que je voulais vous montrer au niveau des structures conditionnelles. Donc c'est une vidéo d'introduction de la structure conditionnelle. Nous avons aussi introduit la notion de bloc, qui est assez intéressante et souvent mal comprise, et nous avons vu que cette notion de bloc avait aussi un impact sur la portée des variables. Une variable déclarée dans un bloc n'est visible que dans le bloc dans lequel elle a été déclarée. Et limiter la visibilité des variables va nous permettre aussi de limiter la recherche. Si jamais nous avons un problème dans une fonction ou dans un bloc, nous savons en fait que comme les variables ne sont déclarées que dans ce bloc, en fait, nous allons limiter le nombre de lignes où nous allons faire notre recherche pour corriger notre programme. Nous avons vu que la structure conditionnelle permettait maintenant de réagir sur une condition, et donc notre programme peut donc partir dans une branche ou dans l'autre, et un même programme peut donc réagir de façon différente en fonction des paramètres ou des valeurs que l'utilisateur va lui communiquer. Enfin, nous avons vu que la structure si alors sinon peut évoluer vers quelque chose d'un peu plus complexe, et on peut rebondir dans le sinon à chaque fois sur une nouvelle condition, ce qui permet de tester plusieurs conditions à la suite. Enfin, la structure selon que, c'est un peu une variation de la structure si alors sinon, sauf que cette fois-ci on va évaluer une variable et on va essayer de déterminer quelle valeur peut prendre cette variable.
Donc la structure switch est à utiliser seulement lorsqu'il y a un nombre fini de valeurs que peut prendre une variable. Et une bonne pratique, c'est aussi d'avoir à mettre en place un default qui va vous permettre de signaler une erreur, un cas non géré, en tout cas quelque chose qui doit alerter le développeur. Maintenant que nous savons utiliser une structure conditionnelle, la prochaine étape est de savoir comment utiliser une boucle. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. À bientôt!